Donc, mesdames, messieurs, merci d'être présents ce soir. Vous m'entendez? Je vais essayer de parler un peu plus fort. Ça va comme ça? On a de la compétence. Je tenais tout d'abord à excuser Monsieur le maire et à remercier dans l'équipe municipale la présence d'Alexa et de Patricia. Donc le devoir de mémoire est de témoigner et de garder vivace le souvenir d'événements vécus pour tirer les leçons du passé. Comme le disait Elie Wiesel, le bourreau tue toujours 2 fois, la seconde fois pour l'oubli. Le massacre du 17 octobre 1961 est la répression meurtrière par la police française d'une manifestation pacifique d'Algériens organisée à Paris par la Fédération de France du Front de Libération Nationale dans un contexte de guerre d'indépendance algérienne. Maurice Papon, préfet de police de Paris, n'a pas hésité à mettre en place une répression sans limite en accord avec le gouvernement et la présidence de la République. 12 000 personnes arrêtées en quelques heures, provoquant de très nombreux morts et un grand nombre d'expulsions, faisant de ce 17 octobre la répression la plus meurtrière en Europe de l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale. Ces 12 000 personnes furent conduites dans des cars de police ou des bus de la RATP réquisitionnés à cet effet, à l'ancien hôpital de Beaujon, à Vincennes, dans la cour de la préfecture de police, au stade Coubertin et surtout au parc des expositions. Il faudra attendre que les jeunes issus de l'immigration réactivent cette mémoire en la mettant en lien avec des crimes racistes contre lesquels ils se sont mobilisés. Les pères sont petit à petit sortis du silence à la faveur des luttes menées par ces jeunes. Ce sont ces nouvelles générations qui ont organisé les premières commémorations s'adressant à la société française dans son ensemble, notamment en 1983, au moment de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Puis qui ont œuvré à des commémorations de plus en plus importantes, touchant des publics de plus en plus larges, comme celle de 1991, pour que ces événements du 17 octobre 1961 et leur suite fassent l'objet d'un traitement médiatique puis politique plus important, surtout avec le retentissant procès de Maurice Papon. Nombreux sont ceux et celles qui se sont mobilisés pour la reconnaissance de massacre et de ce qu'il implique, notamment Jean-Luc Einaudi, figure intellectuelle hors norme. C'est en 2012, à l'occasion du 51e anniversaire de la manifestation, que le président de la République, François Hollande, reconnaît avec lucidité, au nom de la République, la sanglante répression au cours de laquelle ont été tués des Algériens qui manifestaient pacifiquement pour le droit à l'indépendance. Et c'est en mars 2024 que l'Assemblée nationale a voté un texte demandant au gouvernement d'instaurer une journée commémorative de ce massacre. Commémorer ce tragique événement, c'est réaffirmer que rien ne justifie le colonialisme, c'est-à-dire l'exploitation de territoires par un État à son seul profit et à ceux de ses ressortissants installés dans ces territoires. Le colonialisme est opposé au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le racisme est un délit et lutter contre le racisme signifie éduquer les enfants au respect des autres, effacer les expressions porteuses d'idées fausses et insinueuses, appliquer des lois qui punissent l'incitation à la haine, connaître l'histoire et les erreurs du passé pour ne pas les répéter dans le futur. Pour terminer, voici un extrait du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui semble opportun de se rappeler aujourd'hui. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Cette cérémonie, c'est la réaffirmation de notre commune humanité. Merci.
parole au collectif. À Bruno. Bruno, Bruno, je pense que... Dans la main, Bruno, puis passer aux autres. Monsieur. Oui. Pour que cette plaque se dévoile devant nos yeux, il a fallu que la pensée se cristallise en matière. Cette matière est vivante, car elle guidera désormais les pensées des passants qui liront cette épitaphe. Ce processus n'a rien de divin ou d'alchimique. Il émane d'une chaîne humaine volontairement constituée, d'un processus militant né d'impulsion et de rencontres. Le 17 octobre 2022, voilà donc 3 ans précisément, décidant de sortir de la routine confortable du communiqué, le PCF a proposé à ses partenaires de gauche, aux associations et syndicats, de se rassembler et d'apposer ensemble chaque année une plaque symbolique de cet événement. La première rencontre a eu lieu ce même jour entre Jacques Fontaine, Michel Brocard et moi-même, les 3 intervenants aujourd'hui devant vous. Passionnés par ce combat, nous ignorons nos différences et conjuguerons nos efforts pour parvenir à cette cérémonie. Il a fallu ensuite qu'un collectif nous épaule et cautionne nos décisions. C'est la création, le 6 juillet 2023, du collectif indinois du 17 octobre 61, composé de 7 partis de gauche, du PRG au NPA, ainsi que de la Ligue des droits de l'homme et de la libre pensée. L'UDCGT et la FPS nous apportant leur soutien. L'autre impulsion a été, en 2023, la décision d'envoyer un courrier à la mairie dans lequel nous proposions d'imaginer ensemble par quels actes concrétiser localement ce nécessaire respect de la vérité. La deuxième rencontre essentielle a eu lieu le 5 juin 2024, lorsque la mairie s'est ralliée à notre projet. Lors des négociations suivantes, nous sommes parvenus à définir l'aspect de la plaque, son inscription et son implantation. Le résultat est cependant le choix entier de la mairie de Bourg-en-Bresse qui en porte politiquement la responsabilité. Mais cette plaque, à partir de ce soir, n'appartient plus au collectif, à la mairie et même à la ville, mais devient propriété de la République et du peuple entier vivant dans notre pays. Mais sans un processus national de longue haleine, cette plaque n'aurait pas été édifiée. En 1991, Jean-Luc Einaudi a révélé le massacre du 17 octobre de 1961 dans son livre « La bataille de Paris », mettant en lumière cet événement. En 2001, la position d'une plaque par Bertrand Delanoë, maire de Paris, a initié la matérialisation de lieux de mémoire et de commémoration organisés dans différentes villes. Le 17 octobre 2012, François Hollande a parlé d'une sanglante répression, reconnaissant avec lucidité les faits et rendant hommage à la mémoire des victimes. Le 28 mars 2024, l'Assemblée nationale a adopté une résolution visant à la reconnaissance et la condamnation du massacre. 13 ans après l'aveu présidentiel, la France n'a toujours pas reconnu cette sanglante répression comme un crime d'État. Aujourd'hui, dans notre département, un autre collectif, sensibilisé par notre démarche, se réunit aussi à Oyonnax. On compare souvent le 17 octobre 61 au 8 février 62, qui a vu à Charonne, au métro Charonne, 9 syndicalistes CGT assassinés par la même police de Papon. La comparaison est maladroite, car il s'agit bien de 2 contextes différents. Le massacre du 17 octobre s'est appuyé sur une haine désinhibée du musulman et de l'Algérien, sur un engagement incontestable des autorités policières, sur des ordres précis avec l'autorisation de tuer et un laisser-faire délibéré de l'État jusqu'au plus haut niveau. C'est une logique à la fois raciste, criminelle, revancharde et volontariste qui s'est déployée.
bien au-delà des violences réactionnaires dites classiques. Combien de cadavres de manifestantes et manifestants noyés, matraqués, mutilés, battus à mort cette funeste nuit charria-t-elle? Plus de 200, dit-on. Certainement plus. Combien d'hommes et de femmes raflés et internés dans des camps sans nom, en plein Paris, d'autres déportés et exilés. Cette terreur étatique s'est abattue sur les travailleurs immigrés algériens protestant pacifiquement contre un couvre-feu illégal qu'on nommerait aujourd'hui de préférence nationale, c'est-à-dire uniquement destiné, c'est ainsi que l'ordonnance était rédigée, aux Algériens français résidant en France. En 1961, l'autodétermination du peuple algérien était contestée notamment par le Premier ministre Michel Debré et par Roger Frey, ministre de l'Intérieur. Ils avaient les mains libres pour déployer une démarche qui prenait le contre-pied de l'action présidentielle. Le général de Gaulle, mécontent, garda cependant le silence pour des raisons stratégiques qui lui étaient propres. Dès lors, pour des raisons diverses, une lourde chape de plomb a longtemps recouvert ce massacre. 10 ans plus tard, sur un terrain de racisme latent, le Front National naissant a vite bénéficié de l'apport militant et électoral d'une grande partie des rapatriés français d'Algérie, décomplexés par ses propos proches d'un modèle de société séparatiste et par un conditionnement raciste dont ils étaient imprégnés. Aujourd'hui encore, il est de bon ton au RN et dans les rangs de la droite dite conventionnelle de parler des bienfaits de la colonisation, de célébrer les actions de l'OAS et le putsch des généraux d'Alger contre la République, d'ériger des stèles ou de nommer des rues en leur honneur. C'est pourquoi il est indéniable que le projet fasciste de l'extrême droite se nourrit aussi du socle idéologique et historique issu du vécu colonial de notre pays et de la guerre d'Algérie. Le colonialisme en Algérie, c'était un peuple algérien sans protection sociale, avec une détérioration dramatique de son niveau de vie, comme le montrent très bien les travaux de Germaine Tillon, une mortalité infantile 5 fois supérieure à la métropole, un système électoral spécifique, un gouverneur général et quelques familles de colons très riches régissant le pays d'une main de fer, en se souciant ni des lois françaises, ni des autres Français et Européens installés en Algérie, et encore moins du peuple algérien. Ce modèle était la version française d'une grande diversité de situations coloniales, issue d'une longue histoire qui vous sera évoquée maintenant. Bonsoir à toutes et tous, et merci d'être là. Je vais évoquer effectivement cette question coloniale qui a marqué l'histoire du monde et l'histoire de France. Mais avant, je voulais dire aussi quelques mots. Pour avoir vécu en Algérie quand j'étais jeune, enseignant, je suis depuis très longtemps très attaché à ce pays, où je suis encore allé il y a 1 an, et j'ai vécu, j'ai fait une thèse, etc., etc. Et cela correspond aussi à mes engagements politiques, syndicaux et associatifs, de me retrouver là avec Bruno, avec Michel, avec tous les autres camarades qui œuvrent pour la reconnaissance de ce drame qui est, en France, la pire répression populaire depuis la Commune de Paris. Je crois que ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Alors la notion de colonialisme, elle date du début du XXe siècle. Mais ce terme décrit un système qui remonte à l'Antiquité. On parle de colonies romaines, de colonies grecques, etc., etc. Et le terme colon est d'origine latine. Je n'évoquerai ici que la colonisation moderne. Je ne vais pas remonter à l'Antiquité, bien entendu, ça nous prendrait beaucoup trop de temps. En 1492, 3 événements marquent symboliquement le passage du Moyen-Âge à l'époque moderne. Tout d'abord, la chute du royaume de Grenade,
le 2 janvier, qui est le signe de la fin de la Reconquista espagnole et de l'unification de l'Espagne sous la direction des monarques très catholiques Ferdinand et Isabelle. Le deuxième, c'est l'interdiction de la pratique de la religion juive en avril par nos très catholiques rois, très fort peu tolérants, me semble-t-il. Et la troisième, c'est la découverte de l'Amérique en octobre, enfin des Amériques en octobre par Christophe Colomb, et qui va amener toute une série de choses que l'on connaît et que je vais vous rappeler rapidement. Tout d'abord, il faut rappeler qu'en cette période d'absolutisme, où le sabre et le goupillon se confortaient l'un à l'autre, la question de la christianisation de la population autochtone est posée. La colonisation de l'Amérique latine, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud commence très tôt, très vite, avec un génocide d'une ampleur exceptionnelle. 80 à 90% de la population des Amériques meurt en moins d'un siècle. C'est effarant. C'est lié évidemment à la violence de la colonisation, mais c'est lié aussi à des problèmes sanitaires, à un choc sanitaire, l'arrivée de maladies européennes inconnues aux Amériques. Dès la première moitié du XVIe siècle, un débat va opposer les théologiens. Il culminera avec ce qu'on appelle, et certains en ont entendu parler, la controverse de Valladolid, qui est un événement fondateur, entre Bartholoméo de Las Casas, d'un côté, qui critique la violence de la colonisation, et Sepulveda, qui lui, au contraire, soutient la colonisation, y compris dans ses aspects les pires. De nouvelles lois pour la protection des Indiens furent, après donc la victoire, entre guillemets, de Las Casas, des nouvelles lois en faveur des Indiens furent adoptées. Elles furent parfois suivies, parfois moins. En revanche, la question de la traite négrière transatlantique, qui commence dès 1518, c'est-à-dire moins de 30 ans après l'arrivée de Christophe Colomb, avec les premiers navires négriers qui arrivent à Cuba, n'est pas abordée lors de la réunion de Valladolid. Et les Noirs, de fait, sont un peu les victimes de cette affaire, car on ne parle pas d'eux. Et le capitalisme et les colons ont besoin de main-d'œuvre pour les plantations. Et les Indiens sont remplacés par des esclaves noirs avec la bénédiction des puissances européennes et de l'Église, ce qui permet évidemment un enrichissement fabuleux des colons européens établis aux Amériques. Très rapidement, le monopole des empires espagnols et portugais est remis en question par les autres puissances européennes, la France, l'Angleterre, pardon, à l'époque on parle d'Angleterre, et la Hollande, qui, à la fin du XVIe siècle, mettent en place une autre méthode de colonisation, la colonisation par les compagnies, par ce qu'on appelle les grandes compagnies, ou compagnies à charte, qui développent une traite négrière qui va culminer au XVIIIe siècle. Chaque État cherche à assurer le monopole du commerce colonial à son profit. Et la colonisation permet en Europe une accumulation massive de capitaux qui sera la base financière de la révolution industrielle, d'abord en Grande-Bretagne, puis dans les autres pays européens. Je crois qu'il ne faut pas oublier ce lien entre la colonisation, la première colonisation, la colonisation hispano-portugaise, et
le développement du capitalisme sous la forme moderne que nous connaissons encore aujourd'hui, avec évidemment toutes les évolutions que je ne vais pas retracer. La seconde moitié du XVIIIe siècle voit des affrontements de plus en plus violents entre puissances, et en particulier la France est vaincue par l'Angleterre, elle doit céder son empire colonial, sauf quelques broutilles, qui ont nom Guadeloupe, Martinique, Dakar, Saint-Louis, plus que Dakar d'ailleurs, au Sénégal. C'est le traité de Paris de 1763. Puis, les colonies anglaises d'Amérique du Nord s'émancipent et le modèle des grandes compagnies est battu en brèche à la fin du XVIIIe siècle en raison de causes multiples, à la fois internes, comme l'appauvrissement des terres à cause de la surexploitation, et de causes externes, comme par exemple l'indépendance des États-Unis, la Révolution française et l'Empire, etc. Et les grandes compagnies sont menacées et, dans certains cas, vont disparaître. Je vais aborder maintenant la dernière phase, celle du XIXe siècle. Au début du XIXe siècle, la Russie entreprend la colonisation du Caucase, puis de l'Asie centrale, colonisation facilitée par la continuité territoriale, même s'il n'y avait aucune continuité culturelle. En 1830, la France commence, sans véritable stratégie, la conquête de l'Algérie, l'occupation qui sera lente et meurtrière, avec la résistance d'Abdelkader, la révolte de Mokrani et du Shir al-Haddad en 1871, au lendemain de la Commune, etc., etc. J'en passe beaucoup. Mais ces deux exemples, français et russes, ne font pas généralité, et il faut attendre les années 70 pour qu'une nouvelle forme de colonisation se mette en place, une colonisation de type impérialiste, qui va opposer les grandes puissances, mais qui va aussi trouver un accord, l'accord de partage d'Afrique, de la conférence de Berlin, de 1884-85. Il y a une philosophie de la colonisation qui comporte un aspect raciste. Et je vais citer notre bon créateur des lois sur l'éducation nationale, Jules Ferry, colonialiste invétéré, qui écrit « Les races supérieures ont droit vis-à-vis des races inférieures. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. » On retrouve une conception de la colonisation très proche en Angleterre, avec en plus un messianisme religieux que l'on retrouvera par la suite, Balfour, etc., etc. Et Jules Ferry ajoute, en bon serviteur du capitalisme français, que la politique coloniale est fille de la politique industrielle. Ça a le mérite d'être clair. Parallèlement au dépeçage de l'Afrique, la colonisation européenne s'étend en Asie, Indochine française, Asie centrale russe, Birmanie britannique. En Extrême-Orient, après la révolution du Meiji de 1868, le nouveau Japon développe un impérialisme qui n'a pas grand-chose à voir à l'impérialisme des pays occidentaux. Et il colonise Taïwan, 1895, puis la Corée, 1905-1910. Après la Première Guerre mondiale, malgré l'apparition du concept d'autodétermination dans les 14 points du président états-unien Wilson en 1918, en janvier 18 très précisément, la colonisation continue, en particulier au Proche-Orient, qui est partagée entre la France et la Grande-Bretagne. Il est à noter que suite à la déclaration Balfour du 2 novembre 1917, qui envisage, je cite, favorablement l'établissement en Palestine de foyer national pour le peuple juif, les droits de la population palestinienne seront bafoués par la colonisation britannico-sioniste et que le peuple palestinien ne pourra jamais faire valoir son légitime droit à l'autodétermination. Et pour conclure, la colonisation a été une page noire de l'histoire humaine. Elle a eu plusieurs fois des aspects génocidaires, notamment aux Amériques, mais aussi en Afrique méridionale, avec le génocide des Herero et des Nama par les troupes allemandes entre 1904 et 1908. Par deux fois,
du XVIe au XVIIIe siècle, et au XIXe et XXe siècle, notre pays a participé aussi à cette destruction d'une partie du monde et d'une partie de l'humanité, au nom d'une idéologie raciste et suprémaciste qui perdure encore aujourd'hui, notamment dans certains partis et projets politiques que je ne citerai pas. Ce racisme qui est responsable de la mort de Malik Oussekine il y a maintenant bon nombre d'années, mais je le cite parce qu'il y a un excellent film de Rachid Bouchareb qui est passé sur le service public de la télévision il y a 15 jours. Je ne sais pas si certains l'ont vu, c'est vraiment un film à revoir, à voir et à revoir. Et au-delà de Malik Oussekine, il faut citer aussi Adama Traoré, dont le procès des tortionnaires n'a toujours pas eu lieu. Plus récemment, Naël Merzouk, en juin 2023, et plus récemment encore, Aboubacar Cissé, en avril dernier. Merci à vous. Bonjour à tous. Je suis particulier. Bon. Il marche ce truc là ? Oui, ça marche. Bonjour à tous. Je suis particulièrement heureux de voir beaucoup de monde ce soir. C'est preuve que le combat contre le racisme n'est pas terminé. Bonjour l'équipe municipale ici présente et à vous, chers camarades. Excusez-moi, j'en ai pas pour longtemps, je ne veux pas regarder en dehors du texte que j'ai écrit. Le 17 octobre 61, sur ordre de Papon et sous couvert du gouvernement de l'époque, la police française charge plus de 200 personnes, hommes et femmes, auxquelles rien n'est à reprocher, sauf celle de plaider la liberté, inscrite d'ailleurs au front de la République. Rappelons-nous, ces manifestants-là, algériennes et algériens, participaient tous à l'activité économique de la France. L'inconcevable massacre qui a brutalement ravivé ce que j'avais vécu moi-même 3 ans plus tôt en Algérie, là où aucun mot du vocabulaire, mes amis, ne peut traduire l'horreur des atrocités que nous avons commises. Comme entre autres, le cas de Maurice Audin, communiste et mathématicien, torturé d'abord et assassiné par un général bien connu parce qu'il contestait le principe de la colonisation. Le même cas de Larbi Ben Midi, responsable du FLN, torturé puis pendu sur ordre du même général, au CRS, pour ceux qui ne se rappellent pas. Et des milliers d'autres qui ont eu le même sort. Dans ma tête de rescapé, ce 17 octobre 61, et face à une presse censurée, je voyais ce jour-là, dans mon imagination, défiler les commanditaires et incitateurs de ce massacre. Papon, certes, et ceux qui, à la même date, dirigeaient la torture sur la terre algérienne. Je veux parler de Massu, de Salan, de Bijard, de Jean-Marie Le Pen. Tous apôtres de leurs mentors, Laval, Pétain, Bousquet, Papon et autres criminels patentés. C'est ça, mes chers amis, la France oubliée du 17 octobre 61. La France qui oublie sans honte. Par 2 fois au XXe siècle, elle a immigré sur son sol en guerre les pères et grands-pères de ceux-là pour servir de chair à canon en première ligne aux mitrailleuses allemandes. 14-18, 39-45, dans les 2 cas, intégrés sur notre sol, s'il vous plaît, sans obligation de titre de séjour cette fois. Des centaines de milliers de morts qui s'entremêlent à l'intérieur de nos frontières nationales, sans honneur et sans papier, sans reconnaissance à leurs veuves abandonnées, quelque part entre Alger et Brazzaville. Eh bien, ils ont tenu, ils ont reconstruit la France, puis on a oublié. À ce jour encore, le président et ses ministres nostalgiques de cesse d'agacer une Algérie qu'ils n'ont cessé d'affaiblir. Les motifs qui ont présidé au massacre du 17 octobre perdurent sous d'autres formes. Pas de mitraillettes à la Papon, du moins pas encore, mais depuis quelques années, nos élus droitiers alors au pouvoir pondent en cadence accélérée lois, décrets, règlements
qui défient le droit et les lois internationales. La France droitière expulse sans honte les descendants de ceux qu'elle a exploités dans leurs biens, leur chair et leur sang. Elle ne les reconnaît pas, elle les expulse ou leur rend la vie impossible dès qu'ils ont posé les pieds en deçà des frontières, voire avant qu'ils y accèdent. 30 000 corps de migrants tapissent le fond de la Méditerranée, 10 000 en mer du Nord. Leurs survivants indésirables demandeurs d'asile sont en partie enfermés par milliers dans ce que l'on appelle pudiquement des centres de rétention, antichambres de camps de concentration, et ceci sans l'ombre d'une petite intelligence que ceux qu'ils enferment appartiennent à la même terre de ceux qui les excluent. Aujourd'hui, la chasse à l'étranger, mes chers amis, a une odeur de rafle, de relent de la France des années 40, quand la police française conduisait au camp de la mort juifs et tziganes, mais aussi des résistants, des militants des droits de l'homme, des syndicalistes, des homosexuels, les anarchistes, les francs-maçons, les communistes et les socialistes. La chasse aux migrants, aujourd'hui, à l'étranger, à l'arabe, procède du même évangile. Il a pour nom le fascisme. Regardons l'actualité en face, camarades. Le nombre de morts et d'emprisonnés sans cause n'effraie pas l'esprit colonial qui est encore le nôtre. La morale a disparu. Elle est chaque jour amputée sous l'effet de médias qui dirigent les plus grands financiers de la planète. Tous de tendance fascisante. Ceci explique cela. Ils gèrent nos émotions, nos paralysies, dictent les comportements, les vôtres, sans que nous y prenions garde. Cela s'appelle du conditionnement de l'opinion. L'alliance du capitalisme et de l'extrême droite est garante d'une politique assumée au service du monde financier sans partage. En raison de cette puissance médiatique inacceptable, le racisme et les phobies s'intègrent dans l'opinion comme le sel dans la soupe. L'islamophobie en premier lieu, comme si l'aversion d'une religion devait confirmer notre État laïque. Depuis l'ère Macron, l'idéologie ségrégationniste de l'extrême droite a imbibé la raison politique au point de légaliser le séparatisme. Et où va-t-on? Depuis cette loi, et ce n'est que le commencement, on interpelle, on condamne, on emprisonne sans jugement le migrant ou le militant qui ose entrer en délit d'assistance. Le monde associatif libre est dans le viseur de cette loi immonde, dite de séparatisme. S'il prend position en faveur des droits à la différence, du droit de circulation et d'insertion, du droit à la préservation de la nature, de sa diversité, du droit de soins pour tous. Même l'aide médicale d'État est remise en cause par les adeptes de la chasse aux migrants et d'un exécutif aux ordres de l'extrême droite. Ceci en dit long de la dérive sociale et de l'état mental de la France à cette heure. Condamner la France, condamnée par les instances internationales pour non-respect du droit des étrangers, des mineurs en particulier. Les gouvernements successifs s'isolent dans un nationalisme pervers, incapable d'entendre le monde, ni que chaque être humain est un citoyen du monde, libre de se déplacer et de s'installer où il l'entend. Articles 3 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme. Puisse le massacre du 17 octobre 61 nous enseigner de ce qu'il peut advenir quand une extrême droite détient les pleins pouvoirs. Pas un jour sans qu'elle ne condamne la présence d'un étranger et un migrant venu de pays que nous avons appauvris à mort. La pureté nationaliste est son credo, auquel se rallient certains ministres récents. Pas un étranger sur notre sol, avait annoncé M. Retailleau. On sait pourtant où cette idéologie raciale, pseudo-arienne, nous a conduits il y a 80 ans. La pureté de la race, s'il vous plaît. Pas chez nous. C'était ça, l'idéologie de Papon. Remarquons qu'elle est réhabilitée à chaque fois que l'on privilégie le nationalisme à l'humanité, à chaque fois que des ministres remettent en question l'état de droit, à chaque fois que le faciès d'un être humain est cause d'interpellation policière, à chaque fois
que des manifestations sont interdites, au pire, sont pris dans des nasses policières. L'esprit Papon est réhabilité à chaque fois que des élus condamnés pour faute avérée insultent l'institution judiciaire, seule garante des droits et des institutions républicaines. La France ne peut pas, ne doit pas être celle qu'a trahi Pétain, non plus celle que trahissent aujourd'hui des Le Pen, des Bardella, des Retailleau, des Darmanin, des Ciotti, des Wauquiez, des Zemmour, voire plus haut. Ceux-là ne sont que des fétus de paille aux pieds des grands hommes et des grandes femmes qui ont fait notre histoire. Mes amis, camarades, élevons nos regards. La vraie France du monde est celle de Jaurès, de Curie, de Voltaire, de Victor Hugo, de Condorcet. La vraie France est celle de Zola, d'Ambroise Croizat, de Pierre Laroque, d'Allègre et d'Audin. Celle de Rosa Luxembourg, Olympe de Gouges, Louise Michel, Vidal-Naquet, de Jean Richepin, de Jean-Baptiste Clément, de Boris Vian, de Jean Ferrat et Ferré. La vraie France est celle d'Edgar Morin, de Jacquard, de Fanon, d'Aimé Césaire, de Camus, d'Henri Leclerc et d'Essel. La vraie France de l'humanité est apportée aujourd'hui au Panthéon par Robert Badinter, ami de la Ligue des droits de l'homme, où il a rejoint ses contemporains, Germaine Tillon, Madeleine Riffaut, Simone Veil, Gisèle Halimi, Victor Bache, Jean Zay, Jean Moulin. C'est celle-là, la France, qu'ils et elles nous ont construite. Ils et elles nous prient de poursuivre leur œuvre. Ils nous interpellent, tous ceux-là et tous celles-là. Entendons-les nous crier depuis leurs caveaux de terre et de marbre. Réveillez-vous, femmes et hommes de gauche. 88 ans après avoir vécu le Front populaire, le fascisme est de nouveau à votre porte. Ne laissez pas les apôtres de Pétain, Papon et Le Pen réarmer leur idéologie de haine raciste et leur phobie. Nous vous en supplions, femmes et hommes de gauche, nous disent-ils. Le temps des bisbilles est révolu. Élevez votre regard. Sortez de vos écoles. Unissez-vous pour rappeler au monde qu'il l'a oublié que l'extrême droite au pouvoir, c'est la fin du vivre ensemble et de la démocratie. Femmes et hommes de gauche, réveillez vos mémoires. Là où la xénophobie et le racisme deviennent force de loi, le fascisme s'accomplit par la destruction de la dignité humaine et de l'humanité. Ne laissez pas leurs rêves en sourdine s'accomplir avec les puissances de l'argent. Unissez-vous vite, hommes et femmes de gauche. Faites front à la bête immonde avant qu'il ne soit trop tard. Alors seulement, nous dormirons en paix. Tel est le cri de ceux qui ont fait la France. Telle est la leçon de la stèle honorée aujourd'hui, grâce à l'engagement actif de M. le maire et de son équipe. Ni Papon, ni ses héritiers, ni leurs cousins, jamais ne devront occuper les lieux. Voici, chers amis, pour que vive la paix et le vivre ensemble. Avant 1945, la radio, en tant qu'instrument technique d'information, se multiplie dans la société dominante. Le poste de TSF en Algérie occupée est une technique de l'occupant qui, dans le cadre de la domination coloniale, ne répond à aucun besoin vital de l'indigène. Le poste de TSF peut être appréhendé au sein de la situation coloniale de façon particulière. La technique radiophonique, la presse et d'une manière générale les systèmes, les messages, les transmetteurs de signes existent dans la société coloniale selon un statut parfaitement différencié. La société algérienne, la société dominée, ne participe jamais à ce monde des signes. Radio Alger est perçu par l'Algérien comme le monde colonial parlé. Avant la guerre, l'humour de l'Algérien lui avait fait définir Radio Alger. Des Français parlent aux Français. À partir de 1956, en Algérie, l'achat d'un poste n'est pas vécu comme adhésion à une technique moderne d'information, mais comme le seul moyen
d'entrer en communication avec la Révolution, de vivre avec elle. Les autorités françaises, cependant, commencent à s'apercevoir de l'importance de ce progrès populaire dans la technique de l'information. Après quelques mois d'hésitation, les mesures légales apparaissent. La vente des radios est alors interdite. La vente des postes à piles fait l'objet d'une interdiction absolue. Et les piles de rechange sont pratiquement retirées du marché. Les commerçants algériens ont alors l'occasion, en multipliant les fraudes, de faire acte de patriotisme, assurant ainsi, avec une régularité exceptionnelle, l'approvisionnement du peuple en piles de rechange. Vous souvenez-vous de ce que vous faisiez en octobre 1997? Moi, je m'en souviens très bien. En vérité, à cette époque-là, je parlais beaucoup à mon ventre. Ou plutôt, je parlais beaucoup à la personne qui y logeait et qui allait venir dans un monde de plus en plus absurde. Et ça me questionnait beaucoup sur le statut du monde et mon statut de future maman. Mais peu importe. Je me souviens aussi des endroits où j'allais, des gens que je côtoyais, de mes amis et de ce dont nous parlions. Il y avait la comète Hale-Bopp, le prix Nobel de la paix à Jody Williams, et puis il y avait aussi, enfin, le procès de Maurice Papon. 17 ans de bataille juridique. C'était une bonne nouvelle, ce procès. C'est le 8 octobre qu'il a commencé, à Bordeaux. Il devait durer 2 mois. Il s'achèvera le 2 avril 1998 par la condamnation de Maurice Papon à 10 ans de réclusion criminelle pour crime contre l'humanité, crime imprescriptible. Papon est accusé d'avoir fait déporter entre juillet 1942 et mai 1944 près de 1600 juifs de Bordeaux à Drancy. Parmi les plaignants, on compte 34 membres des familles de juifs déportés, mais également 14 associations qui se sont portées partie civile. L'avocat de Papon est brillant. Il réussit à émouvoir tout le monde en racontant les horribles conditions de détention du prévenu. Il paraît qu'on ne pleure que sur soi-même. Toujours est-il que, pendant cette plaidoirie, Papon lui-même a versé une larme. Et d'ailleurs, Papon se défend très bien, lui aussi. Homme d'honneur, homme loyal, ayant toujours servi la France, ayant aidé la résistance, etc., etc. Bref, le procès semble s'enliser dans ses premiers jours. De nombreux témoins, d'ailleurs, viennent à sa rescousse. Bien que les chefs d'accusation portent strictement sur la période de l'occupation, Jean-Luc Einaudi est appelé à témoigner sur le rôle de Papon pendant les violences d'octobre 1961. Il se présente à la barre le 16 octobre 1997. Et pendant près de 2 heures, sans aucune note, contrairement à moi, bien campé à la barre des témoins, pesant chaque mot, il décrit les événements du 17 octobre, quasiment heure par heure, ainsi que ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi. Ces silences, nombreux, ne sont pas liés à une émotion contenue, mais à la volonté de choisir très précisément et de peser chaque mot. Alors, le procès bascule. Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Intérieur, demande la création d'une commission chargée d'examiner les archives de la police. Une autre commission d'enquête, chargée quant à elle d'examiner les archives judiciaires, sera diligentée dès le 3 juin 1998 par la ministre de la Justice de l'époque, Elisabeth Guigou.
Depuis, les historiens débattent pour connaître exactement le nombre de victimes du 17 octobre 1961. Ce nombre ne cesse d'augmenter, même s'il est parfois remis en question. On se demande comment, on se demande par qui. Et surtout, la question de la responsabilité de l'État, question largement soulevée par le témoignage de Jean-Luc Einaudi, continue aujourd'hui de faire débat et d'être remise en question. Comme vous voulez. On vous invite également, pour ceux qui le souhaitent,